commencer. Pas de problème. Écoute, merci, Kenza. Donc moi, je me présente, Clément Vernaison, j'ai 22 ans, donc j'ai une petite expérience professionnelle, hein, elle est pas énorme. Mais bon, l'avantage, c'est qu'au moins, je pourrais vous parler. J'ai des meilleurs souvenirs de mon insertion professionnelle après mes études. Je m'en souviens bien parce que c'est pas si vieux que ça. Voilà, donc pour vous expliquer un peu ce que je fais dans la vie, donc je suis intégrateur web. Principalement, c'est ma mission principale au sein de Business et Décision et Olas. Donc l'entreprise, c'est Olas, mais qui appartient au groupe Business et Décision. Ma mission principale, je vous l'ai dit, c'est l'intégration web. Pour ceux à qui ça parlerait pas, l'intégration web, en fait, c'est simplement la création de sites internet, pour résumer très rapidement. C'est ça. Donc si on rentre un peu technique, c'est de l'HTML, CSS, PHP, JavaScript, si ça parle à certains. Et ensuite, j'ai d'autres missions qui sont plus orientées sur le support de nos clients. Donc c'est-à-dire que moi, je fais du support vraiment de 1er niveau. Donc c'est nos clients qui ont des problèmes, ils nous appellent. Moi, je reçois l'appel. Si je peux les aider, je les aide. Et puis ensuite, si je peux pas, je remonte la demande au support de niveau supérieur qui traitera la demande. Et moi, je ferai le retour au client pour lui dire qu'on a résolu son problème. Voilà, ça c'est pour ma vie professionnelle. Pour ma vie personnelle, je peux simplement dire que je suis élu local, heu au niveau de la mairie de Satola-c'est-Bon, donc un village de 2 500 habitants. Donc ça joue un peu sur le niveau professionnel parce que c'est une nouvelle mission, c'est récent, ça a moins d'1 an. Mais ça joue quand même sur la vie professionnelle parce que ça demande pas mal de temps, donc ça demande d'être un peu flexible, et de faire des changements, donc voilà. Je suis ouvert à vos questions et puis si des choses n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me faire répéter. D'accord. Peut-être que quelqu'un a une question déjà, ou peut-être pas. Si personne n'a de questions, je vais t'en poser une. Ouais, pas de souci. Du coup, tu nous as un peu fait part de tes missions, mais est-ce que tu peux nous expliquer à peu près une journée type chez Olas? Ouais, une journée type chez Olas. Alors, moi, ce que j'aime bien chez Olas, c'est qu'on a l'avantage d'avoir des horaires qui sont dits un peu flexibles. C'est-à-dire qu'on a des horaires qui sont obligatoires. C'est des plages, de 9h30 à midi et de D'accord. 14h à 17h. Donc sur ces plages-là, on a une présence obligatoire, et puis, après, on organise un peu le reste de la journée comme on veut. Donc moi, je suis plutôt, sur des horaires qui font, 9h, midi et demi et 13h30, 18h30 ou 18h en fonction de la journée. Voilà, c'est un peu mes journées types, enfin les horaires de mes journées types. Après ça m'arrive, de commencer plus tôt et de finir plus tard, voilà. C'est un peu l'avantage de ces horaires-là, c'est que c'est flexible et on peut s'arranger pour sa vie perso, dans certains moments. Après une journée type, je dirais que c'est d'abord allumer l'ordinateur, c'est la première des choses pour pouvoir travailler. Donc là, c'est vrai qu'on a eu une période qui est un peu particulière avec le coronavirus. On a été confinés, pendant de nombreux mois. Moi, ça fait 4 mois que je suis en télétravail et c'est toujours pas fini. Donc voilà, donc plus voir les collègues, ça change un peu. Donc je dirais que les journées types, c'était d'abord, arriver au bureau, dire bonjour, puis démarrer l'ordinateur. Ensuite, on regarde les mails un peu de la veille, parce qu'on a forcément des mails qu'on n'a pas traités. On essaie de finir si on avait un peu des choses en retard. Voilà, c'est un peu ça le début de la journée. Après, chez Olas, on a un fonctionnement qui est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui s'appelle le staffing. On pourrait voir ça comme un planning, mais en fait, c'est un peu un planning prévisionnel à la semaine et on sait à l'avance, ce qu'on va faire, sur la journée. C'est-à-dire qu'on n'a pas un point quotidien avec notre manager, pour savoir ce qu'on va faire, la journée. C'est vraiment ce staffing qui fait référence. Bon, faut savoir que le staffing, il colle pas à 100 à nos journées. Ça arrive qu'il soit modifié dans la journée, dans la semaine. Mais voilà, donc on peut arriver au boulot et très bien, ne parler à personne, ne faire aucun point, pas de réunion et en fait, commencer tout de suite, sa journée et travailler. Donc voilà. Après des journées types, j'ai pas vraiment plus de détails à donner parce que ça va dépendre de la mission. Mais si je prends une journée type en support, parce que c'est des journées qui sont quand même, qui se ressemblent souvent en support. C'est-à-dire qu'on n'attend pas simplement les appels des clients. En support, on a souvent des demandes qui nous sont arrivées, qui sont en attente de traitement. Faut savoir qu'on fait du support sur différents canaux de communication. Donc on a les appels téléphoniques. On a aussi un outil de ticketing. Donc c'est des tickets, en fait, c'est simplement des clients qui déposent une demande
et nous on la traite quand on a le temps entre guillemets, hein. Mais on a aussi un devoir de délai de réponse pour ces clients-là. Et puis ensuite on répond aussi à des mails de clients là sur nos boîtes de support. Donc pour expliquer un peu une journée type en support, c'est on arrive, on prend d'abord la ligne de support, donc on prend la ligne téléphonique au cas où il y ait des appels. Moi personnellement, je trie d'abord les mails, donc je consulte tous les mails sur les boîtes de support. Je les traite ou alors je les mets de côté pour pouvoir traiter plus tard si c'est des traitements qui sont lourds, parce que parfois on a des interventions qui nous demandent plusieurs heures. Donc l'idée c'est pas tout de suite de se faire quelque chose de très lourd pour pas se décourager. Voilà, donc moi je fais principalement les mails et puis l'après-midi plutôt je passe sur les tickets pour traiter le maximum de demandes dans la journée. À savoir qu'on n'est pas là pour sauver non plus la planète, donc on fait ce qu'on peut, on reste humain et on n'a pas du temps illimité, donc on fait ce qu'on peut sur le temps qu'on nous donne. Donc voilà D'accord. un peu pour la journée type. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un a une question à lui poser? Mmh. Personne ne veut poser de questions, d'accord. Bah, du coup, je vais en poser une autre, si personne ne veut en poser une. Du coup, tu as toujours voulu faire ça? Enfin, tu as commencé tes études dans le but de faire ce métier ou ça t'est venu enfin, ou ça t'est venu après ou Ouais, pendant? alors non, je savais pas du tout en fait le métier d'intégrateur web, je connaissais pas. Je connaissais Ouais, absolument pas. Bon, faut savoir quand même, j'étais déjà axé sur l'informatique quand même. À la fin de mon bac, je voulais faire de l'informatique, donc j'avais demandé une formation en enfin, il y avait une formation en informatique que je voulais vraiment, où j'ai pas été pris. Donc bah, tant pis, c'est la vie. J'ai rebondi sur une autre formation qui était donc plus axée réseau que informatique. Réseau et télécommunications, plus un DUT en fait, réseau et d'accord. télécommunications, dans lequel j'ai découvert donc ce monde-là des réseaux et de télécommunications que je connaissais pas du tout. Mais l'avantage de ce diplôme-là, c'est qu'il est quand même pas totalement détaché de l'informatique. On a aussi des cours de programmation, et donc j'ai pu découvrir les langages de programmation plus axés web pour le coup. Donc c'est ce qui m'a fait venir au web. C'est cette formation-là de réseau et télécommunications. Même si je suis pas passé par la formation que je voulais de base, j'ai quand même réussi à trouver euh, un métier qui me plaisait, et je pense que j'aurais été déçu de l'informatique parce que dans une formation informatique générale, j'aurais vu vraiment beaucoup trop de langages et j'aurais pas su vers quoi m'orienter. Donc là, on peut voir ça un peu comme quelque chose de triste, c'est-à-dire que j'ai pas choisi mes langages. Mais moi, au final, le web, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis de toute façon, là, j'ai vu une partie de l'informatique. Et si vraiment ça me plaisait et que je voulais voir les autres parties, j'aurais très bien pu parce que j'avais déjà ces bases en informatique. Voilà, mais D'accord. il s'est avéré que le web était ce qui me plaisait vraiment. Donc j'ai fait ce DUT-là en réseau et télécommunications. J'ai pas voulu poursuivre dans les réseaux, donc je me suis orienté vers l'informatique, pardon. Et là, j'ai fait une licence professionnelle en informatique, donc plus précisément sur les développements mobiles. Donc je me suis un peu éloigné du web, mais bon, c'est quand même pas non plus si différent que ça, le web et le mobile. Donc j'ai tenté de me spécialiser dans le mobile et en fait, bah, je suis revenu au web parce que c'était le ce qui m'intéressait vraiment et ce que je faisais vraiment en entreprise durant mon année d'alternance en licence professionnelle. Donc voilà un peu mon parcours, et puis l'informatique, comment ça m'est venu, si on prend avant les études. Bah, je pense que comme 80 des gens qui s'intéressent à l'informatique, je suis né dans une génération où on est baigné dans les ordinateurs et les téléphones mobiles, donc voilà. Je pense que c'est simplement une question de génération. Je serais né 20 ans plus tôt, je me serais peut-être pas intéressé à l'informatique. Oui, d'accord, je vois. Alors on a eu 2 questions, Hem, ah, ah bah, bah, vas-y, je te pardon. pose la même du coup. Alors bonjour, moi c'est Sabrine et la question que j'ai, c'est qu'on entend beaucoup parler de marketing digital et enfin de digital marketing. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est devenu un domaine à part entière ou alors est-ce que c'est juste du marketing classique mais avec l'ordinateur, sur internet? C'est quelque chose que la question que je me pose souvent et à laquelle j'ai pas eu de réponse pour l'instant. Alors, et ben, moi, j'ai peut-être pas une réponse entière, mais j'ai un début de réponse. Quelque chose que j'ai pas précisé, c'est qu'au sein de Deolas, on est divisé en 3 practices. Donc on a une practice hébergement qui là s'occupe plus du réseau de nos clients. On a une practice qui s'appelle application qui là est vraiment axée sur le développement informatique. Et moi, je fais partie de la dernière practice qui est digital marketing.
Je vous expliquais que j'avais un profil plutôt technique et de développement, mais je fais partie d'une practice qui s'appelle digital marketing. Oui, le marketing digital, c'est autre chose que du marketing classique. Pourquoi? Parce que de toute façon, le support n'est pas le même, on n'a pas les mêmes outils de communication, on a d'autres méthodes qui sont apparues, on a d'autres manières de cibler les personnes aussi. Donc voilà, le marketing digital, c'est vraiment une nouvelle façon de faire du marketing. Est-ce que c'est la bonne? Ça, je sais pas, mais en tout cas, elle fonctionne pour l'instant et elle fait travailler du monde. Oui, moi je dirais que le marketing digital, c'est une autre forme de c'est différent du marketing, classique et publicitaire qu'on peut connaître. Mais du coup, est-ce qu'il faut une formation particulière? Je veux dire, un étudiant qui a fait du commerce international et qui, du coup, a vu le marketing ne peut pas se lancer dans le marketing digital, non? Alors, il peut très bien, démarrer dans le marketing digital. Simplement, il partira de plus loin que quelqu'un qui a fait, une formation vraiment axée sur le marketing digital. Ça existe, hein, pour information, les formations qui sont purement, digital marketing. Donc voilà, si ça existe, c'est bien que derrière, c'est un métier différent. Quelqu'un qui a fait du commerce, il retrouvera, certains leviers de son marketing du marketing qu'il faisait avant, dans le digital marketing. C'est-à-dire que c'est pas totalement différent, on peut retrouver des choses. Simplement, il y a de nouveaux outils à prendre en compte. Il faut apprendre à travailler avec de nouvelles entités. Je vais pas les citer, hein, mais je pense que tout le monde les connaît. C'est des géants, c'est des entreprises qui sont devenues énormes et tellement importantes, qu'on est obligé de travailler avec eux dans ce domaine-là. Voilà, mais quelqu'un qui a fait du commerce auparavant peut très bien, réussir à faire du digital marketing, par la suite. D'accord, merci. Du coup, on a eu des questions sur la conversation. Alors, première question, tu as fait quoi exactement comme étude de Ouais, Aurélie? alors j'ai répondu un petit peu, mais Ouais. je vais vraiment, faire, au plus simple. Donc moi j'ai fait donc en France un baccalauréat général, scientifique, avec une spécialisation donc ISN, donc informatique et sciences du numérique. Donc là, je m'étais déjà un peu orienté vers l'informatique. Ensuite, le diplôme, post-bac que j'ai obtenu, c'est un DUT réseau et télécommunications. Donc voilà, toujours, dans ce domaine-là et j'ai ensuite fait une licence professionnelle, donc service mobilité, mobile et interface nomade. Donc c'est un nom compliqué, mais pour dire que c'est une licence d'informatique, dédiée au développement mobile. Voilà. D'accord. Et du coup, la deuxième question de Dominique Seri, en dehors de l'entreprise où alors, est-ce que tu as été amené à travailler en freelance, c'est-à-dire à donner des prestations privées? Alors, non, je suis pas amené à faire du freelancing, c'est-à-dire que alors bien sûr qu'avec mes connaissances professionnelles, on me demande toujours de dépanner, 2-3 amis ou ce genre de choses, mais c'est pas quelque chose que je fais payer et c'est pas une activité professionnelle. Je le fais aussi parce que c'est un plaisir et c'est avant tout ça, c'est un plaisir, mon travail, c'est un plaisir et voilà, sur mes temps libres, ça m'arrive on peut dire travailler, mais c'est pas vraiment du travail. C'est-à-dire que j'attends rien en contrepartie et je le fais, donc c'est pas des prestations privées, exactement. Voilà, mais c'est pas du freelancing et non, non, j'ai qu'un seul, travail et c'est celui que je fais à Eola. D'accord. Est-ce que ah, j'ai encore une autre question. Ouais. Heu, Quel est selon toi l'avenir du marketing digital? De Sabrine. Alors Sabrine, elle a des questions qui sont très intéressantes, auxquelles je peux pas répondre, hein, c'est vraiment trop compliqué. Je suis pas visionnaire, je pense pas l'être, mais l'avenir du marketing digital, bah, je pense qu'il va être de plus en plus important, et on le voit aujourd'hui, dans le quotidien, hein. De toute façon, je vous l'ai expliqué, il y a des entreprises avec lesquelles on est obligé de travailler aujourd'hui dans ce domaine-là, et en fait, ces entreprises-là, au-delà du digital, elles commencent à prendre de l'importance, dans nos vies à tous. C'est-à-dire que je sais pas, vous avez peut-être eu l'occasion de voir que ces entreprises, elles s'implantent un peu de partout. Moi, à côté de chez moi, il y a un entrepôt de cette entreprise, qui s'est monté. Donc voilà, c'est le marketing digital, je pense qu'il a vraiment de l'avenir parce que, ben, voilà, en fait, le digital fonctionne tellement que physiquement, bah, ils arrivent à en monter des entrepôts. Ça a plus un impact uniquement digital, mais on part quand même,
à la base d'un marketing qui est digital. Donc je pense que c'est forcément l'avenir et qu'on vient de toute façon à la dématérialisation générale de tous les services. Comme on peut le voir, enfin aujourd'hui pour les films, je pense que avant on allait louer un DVD. Aujourd'hui on paye un abonnement et on regarde le film quand on veut. Voilà, donc ça a un avenir, la digitalisation de tous les services, je pense que c'est le futur. Et voilà. Est-ce que vous pourriez proposer des formations Ah, à ce sujet? Comment ça, nous et Olas, en tant qu'entité? Est-ce que moi, en tant que personne, je pourrais former, au digital marketing? Simplement pour être un peu plus précis dans ma réponse. en tant que En tant que personne. personne? OK. Alors au marketing digital, moi je pourrais pas, parce qu'en fait, simplement que c'est pas mon cœur de métier, le marketing digital. En fait, moi je suis plus, un profil technique et je travaille avec des personnes qui font du marketing digital. C'est-à-dire que les personnes ont des projets de marketing digital et moi je le mets en place techniquement. Donc moi je pourrais pas vous former, vous donner les bons leviers pour faire du marketing digital. Par contre, j'en comprends le fonctionnement, à travers, le la réalisation technique. Donc vous former, je serais pas la bonne personne pour vous former. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui connaissent beaucoup mieux le sujet que moi. J'ai eu l'occasion d'être formé, hein, sur certains outils, de digital marketing. Après moi, en tant que personne, donner des formations, déjà je m'en sens pas capable et je pense qu'il y a d'autres personnes qui pourraient le faire mieux que moi. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Bah, j'en ai une du coup. Comment te vois-tu dans le futur du coup? Est-ce que tu comptes, évoluer ou enfin évoluer dans ton métier ou peut-être, enfin comment tu le vois? Est-ce que tu Ouais, comptes faire ce métier tout le temps? à quel terme, on part sur, du moyen terme, du long terme ou parce que là, Heu, j'ai différentes ambitions, mais après, Bah, commençons par le moyen terme et enfin oui, commençons par, ouais, le moyen terme et peut-être, plus tard le long terme. Enfin, ouais, tu alors les 2. pour le moyen terme, pour expliquer un peu, donc moi j'ai eu la situation où j'ai été élu local, à la mairie, dans une mairie. Donc j'ai des obligations, avec cette mission-là, d'être présent sur la commune. Ce qui fait que j'ai été obligé de négocier un peu avec Eolas, des conditions de travail. Donc sur le moyen terme, je me suis un peu engagé avec Eolas, c'est-à-dire qu'ils ont fait des compromis pour moi et donc je suis prêt à rester chez eux et de toute façon, c'est une entreprise où je me sens bien, et où je souhaite évoluer et j'espère pouvoir évoluer. Ça, c'est pour le moyen terme. Après sur le long terme, c'est plus compliqué à dire, où est-ce que je voudrais être. C'est-à-dire que, ben, je sais pas si je veux rester chez Eolas parce que ça va dépendre de comment Eolas évolue. Mais en même temps, si je prends actuellement, bah, c'est une entreprise où j'ai envie de rester. Donc bien sûr que j'aurais à cœur de rester, à Eolas, sur le long terme. Après on peut pas savoir non plus les propositions qu'on a, quelles vont être, qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, enfin vraiment la crise qu'on a connue, ça va changer beaucoup de choses, et on voit bien avec cette crise-là que sur le long terme, on peut jamais prévoir vraiment sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop me dire sur le long terme, qu'est-ce que je vais faire. Mais c'est vrai que c'est un secteur dans lequel pour l'instant j'aime travailler et j'espère pouvoir toujours travailler et apporter ma pierre à l'édifice, dans ce secteur-là, on va dire dans 10 ans si c'est possible. D'accord. Donc, tu te vois pas du tout, avoir ta propre entreprise, dans ce domaine-là, par exemple? Alors c'est une réflexion que j'ai pu avoir et actuellement, moi je trouve que la position que j'ai, est plutôt confortable. Et c'est vrai que prendre le statut donc par exemple d'auto-entrepreneur ou, parce qu'on parlait du freelancing ou créer une entreprise, ça serait un risque à prendre, vis-à-vis de cette position-là. Un D'accord. risque, il faut toujours le mesurer, donc est-ce qu'il va être payant, est-ce qu'il va pas l'être? Actuellement, j'ai pas assez mesuré le risque sur est-ce que je veux créer une entreprise, mais c'est vrai que c'est une idée qui m'est déjà venue. Mais après actuellement, je pense que c'était simplement une idée. J'ai pas poussé ça plus loin que l'idée. C'est-à-dire que je me suis pas renseigné sur comment on crée une entreprise, sur, quels sont les besoins, voilà et ce genre de choses. Donc non, pour l'instant, j'ai une position confortable en tant que salarié et qui me convient. Peut-être que dans le futur, bah, j'aurai des besoins qui auront changé, et avoir une entreprise ou même des envies, hein, parce que ça peut être une envie de créer une entreprise et d'être indépendant. Mais pour l'instant, j'en ressens pas le besoin.
D'accord, ok. Est-ce que quelqu'un a une question à lui poser? Hum, est-ce que du coup, tu pourrais nous expliquer plus en détail enfin, ton rôle à la mairie? Enfin, j'ai pas très bien compris ce que tu... D'accord. Enfin, pourquoi tu Mon les rôle, aides? mon rôle en tant qu'élu, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce Alors, que, enfin, tu sers enfin, de ta formation pour les aider ou, enfin, ça n'a rien à voir? alors c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc il faut savoir, alors je sais pas si ça vous parle trop le fonctionnement d'une mairie, mais donc dans une mairie, il y a des élus, il y a un maire et il y a des conseillers. Donc moi, je suis conseiller municipal, et en fait, le conseiller municipal, il appartient à des commissions. Donc moi, je fais partie de différentes commissions et c'est des commissions qui ont pas de lien avec, mon expérience professionnelle ou peu. C'est-à-dire que je fais partie notamment de la commission communication, dans le but de m'occuper du site internet. Donc c'est-à-dire qu'avec mon expérience professionnelle, je suis capable, heu, d'apporter un plus à la mairie et à la commission de communication, sur le site internet. Et après, j'ai un autre rôle qui est dans la mairie où je suis élu, c'est-à-dire que je suis responsable à l'informatique, si on veut, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est moi qui vais piloter tous les projets, informatiques et la numérisation ou la digitalisation de la mairie, pour les prochaines années. Donc j'arrive à faire le lien entre, mon travail, entre ma vie professionnelle et ma vie, d'élu. Donc oui, oui, c'est quelque chose qui me sert, c'est pas décorrélé, on fait pas, on essaye de faire, dans les domaines où on est bon professionnellement, mais on a aussi d'autres côtés et on apprend aussi, à être élu et le travail d'élu me permet aussi de m'améliorer, dans ma vie professionnelle parce que j'apprends d'autres choses, je vois d'autres comportements et j'arrive à mieux cerner, certaines choses, et on fait une différence entre le secteur public et le secteur privé. C'est-à-dire une mairie, c'est du secteur public et je l'ai pas précisé, mais voilà, on fait beaucoup de secteur public. Donc c'est D'accord. cette mission-là d'élu, elle me permet aussi de mieux comprendre les clients parfois et leurs points de vue et leurs contraintes. Voilà. D'accord. Alors, on a une question, mais j'ai une petite question pour rebondir sur ce que tu disais. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple de mission que tu as réalisée avec la mairie? Une mission de digitalisation d'un espace ou de quelque chose Ouais, comme ça? ouais, alors c'est récent, hein, parce que les élections en France, elles ont lieu, en mars, 2020, donc puis il y a eu la période où on a été confinés, donc on ne pouvait pas vraiment, faire notre job d'élu. Mais donc voilà, donc là, ça a commencé à prendre forme, et par exemple, la première mission, ça a été, d'équiper, donc tous les élus, d'un ordinateur. D'accord. Pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on a pris, nos missions, après les anciens élus, bah, c'est principalement des classeurs qui se passent d'un élu à l'autre. Déjà moi, pour moi, c'est inconcevable de transporter un classeur, de 5 000 pages, n'importe où, mais parce que je suis né dans une époque où on est habitué à tout avoir en numérique et donc l'idée c'est voilà d'amener ça à tous les élus et de pouvoir centraliser au maximum les documents pour qu'un document il soit facilement retrouvable, facilement accessible, à tous les élus et puis ça permet aussi d'avoir des outils collaboratifs qui sont quand même beaucoup plus efficaces à mon Oui. sens, et puis même pour la planification, la prise de rendez-vous et ce genre de choses. Voilà, donc c'est une des missions qui est en train d'être mise en place à la mairie. Après moi, j'accorde aussi beaucoup d'importance au site internet, parce que c'est mon cœur de métier et j'essaye d'être vigilant. J'ai notamment mis en garde la mairie sur certaines réglementations sur lesquelles il fallait se mettre, en comment dire? En conforme, pour être conforme, à certaines réglementations parce que sinon, on risquait des amendes et pour moi, c'est tout simplement, pas acceptable enfin, je peux pas laisser pas avertir la mairie, qu'il y a un risque d'amende si on se met pas conforme. Voilà. D'accord. Quel genre de choses, par exemple? Alors, bah, Quel du genre coup, de... si on rentre dans du technique, alors je sais pas, bah, alors peut-être pas dans du technique parce que je vais vous parler de l'accessibilité des sites internet, mais par exemple le RGPD, c'est quelque chose qui est rentré dans nos vies, il y a 2 ans de ça à peu près. On peut voir que les demandes par email, est-ce qu'on nous demande notre consentement? Et puis même maintenant sur les sites internet, Mhm. dans allez 95 des cas, on a un bandeau, «Acceptez-vous les cookies?» où on peut personnaliser les cookies et ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être de la mise en conformité, avec le RGPD. Dans le cas de la mairie, là, c'était plutôt de la mise en conformité avec l'accessibilité. C'est-à-dire que l'accessibilité des sites web, c'est
être capable de rendre un site accessible à toute personne. Donc, nous, on a l'habitude de naviguer sur les sites internet avec notre souris, notre clavier. Mais il faut savoir que quelqu'un qui est aveugle, il navigue pas de la même manière que nous, ben, parce qu'il peut pas naviguer à la souris, il voit pas son pointeur, donc il a des lecteurs d'écran et voilà. Et donc là, la mise en conformité, c'était simplement dire, on n'est pas conforme, mais au moins on prévient les personnes qu'on n'est pas conforme. D'accord. Maintenant la démarche, c'est voilà, sur les années qui viennent, c'est de se mettre, en conformité pour que n'importe qui puisse avoir accès au site internet et avoir, accès aux informations de la mairie. D'accord. Alors, du coup, on a eu une question dans la conversation de Sabrine. Est-ce que le marketing digital sert aux clients ou sert-il plus à l'entreprise selon toi? Alors, le marketing digital, il sert, le client de l'entreprise, hein. C'est-à-dire qu'on s'entend, c'est pas la personne, donc il sert vraiment le client de l'entreprise. L'entreprise, elle, le seul gain qu'elle a à faire du marketing digital, c'est de gagner de l'argent. C'est-à-dire que l'entreprise, elle vend des prestations. Ces prestations, elles rendent service au client, donc il rend bien service au client. Après, je ne sais pas si par client, tu entendais, les personnes qui achètent, par exemple, sur un site internet et qui ont «subi» entre guillemets le marketing digital. Ils n'ont pas subi, hein, c'est simplement ils ont été ciblés par le marketing digital. Si c'est ce genre de client-là que auquel tu pensais, c'est-à-dire ceux qui achètent, parce qu'ils ont été influencés par le marketing digital, eux, bah, ils sont pas servis par ce marketing digital ou peut-être, hein, parce que le but, c'est aussi de pouvoir proposer aux personnes, quelque chose dont elles auraient besoin, et c'est le but du marketing en général, c'est pas que digital. C'est-à-dire que le marketing digital, bah, c'est essayer de vendre à quelqu'un, quelque chose dont elle aurait besoin. Simplement le digital marketing, voilà, nous, en tant qu'entreprise, on vend nos services, donc elle rend bien service aux clients de l'entreprise. D'accord. Bah, du coup, pour rebondir sur sa question, quel est ton avis, éthiquement parlant, sur le marketing digital? Enfin, le ciblage que vous faites, et cetera, sur internet? Sur Alors toutes les ouais, données c'est que vous prenez, par exemple, toute la data? ouais, 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 je comprends bien et c'est un sujet pardon, auquel moi je suis très sensible, le ciblage, c'est-à-dire que, honnêtement, moi j'ai pu être choqué, enfin peut-être pas choqué, mais dans mon quotidien, j'ai pu voir, donc des conversations entre collègues, hein, de quelque chose de tout bête, mais parfois on est amené à faire du ciblage sur des choses, que moi je trouve, très, très limites. Donc, je vous citerai pas d'exemple, hein, mais voilà, on sait toutes les affaires qui se passent, en ce moment, on peut enfin voilà, je vais rien citer, mais on sait très bien la puissance du digital marketing. Voilà, il faut savoir que c'est quand même des cas, que moi j'ai très rarement vus, dans mon quotidien et au travail. Souvent on fait vraiment surtout que nous, comme je vous ai dit, on fait plutôt du secteur public. Voilà, Mmh. donc c'est par exemple, ça peut être pour une mairie, mettre en avant un événement, donc voilà, je pense pas que il faut pas avoir le mal de partout. Et c'est comme dans tous les secteurs, l'éthique, bah, il faut la poser quelque part et il y a toujours des personnes qui vont plus loin, que ce qu'on devrait utiliser, que l'outil devrait être utilisé. Mais par contre, c'est vrai que c'est un outil qui est très, très vicieux, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte parce que c'est que des pixels sur un écran, c'est que ce genre de choses, mais ça peut avoir vraiment énormément d'influence, psychologique et on sait que la psychologie, indirectement, ça peut avoir des influences physiques. Et là, je parle pas de physique, de personnes, mais physique, dans notre réflexion du Oui, quotidien et on peut très bien, arriver à enfermer, certaines catégories de personnes dans une réflexion et leur faire penser que tout le monde pense la même chose parce qu'en fait, on a enfermé ces personnes-là dans une bulle avec d'autres personnes qui pensent pareil. Et donc leur vision du monde va être biaisée parce que pour eux, tout le monde pense la même chose qu'eux. Et dès qu'ils vont voir quelqu'un qui pense différemment, mais comment est-ce que cette personne-là, elle peut penser différemment? Et en fait, au final, on se rend compte qu'il y a plusieurs bulles et ces personnes-là, elles pensent, toutes ces bulles pensent que tout le monde pense comme eux et au final, il y a beaucoup de bulles. Et je ne sais pas si c'est très clair, hein, mon raisonnement, oui, oui. mais le marketing digital, il est dangereux dans le sens où il peut vite enfermer les personnes, dans leurs idées. Et donc c'est vrai qu'il y a des questions éthiques et c'est souvent le problème des outils, hein, enfin, de l'humain, c'est-à-dire qu'il crée des choses et il pense après aux applications que ça peut avoir. Je pense Mmh. notamment à la bombe nucléaire. Heu, les recherches nucléaires, à la base, c'est une très bonne chose et on en est arrivé à créer une arme de destruction massive.
Donc je dis pas que le marketing digital en est à ce point-là, parce qu'on n'est pas sur de la destruction, mais on peut arriver à des choses qui sont des résultats qui sont assez effrayants. Et voilà. Et donc moi simplement, si je peux citer une référence, c'est l'affaire Cambridge Analytica. Je sais pas si ça parle à certains, mais je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et là, on arrive vraiment aux limites. On a dépassé ce qui pouvait être éthique en termes de digital, ce qui pouvait se faire. Voilà. Et là, on est vraiment allé très loin sur cette affaire-là. Donc je vous invite à vous renseigner sur cette affaire-là parce que c'est très compliqué. Et voilà, donc oui, il y a une éthique à poser sur le marketing digital, mais il faut pas voir que toutes les entreprises qui font du digital, elles sont là à collecter vos données, à les revendre, voilà, c'est vraiment une infime partie et ça existe et c'est comme dans tous les secteurs, il y a des applications qui sont mauvaises et très peu de personnes en font l'utilisation, mais c'est tellement mal que, bah, voilà, on remarque que ça et après on se monte la tête et on est méfiant envers toutes, ces applications. D'accord, bah merci, c'était une réponse super complète. Bah du coup là il nous reste vraiment peu de temps, donc je pense qu'on va clore, à moins que tu aies peut-être quelque chose à dire pour finir. Non, 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 simplement, voilà, bah, c'était intéressant comme expérience pour moi, et puis si vous avez des questions encore par la suite, bah, hésitez pas à me contacter, soit sur LinkedIn ou par mes réseaux. Normalement sur LinkedIn, vous devez pouvoir trouver mon mail et ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par la suite, parce que là, comme on a une plage de temps donnée et puis les questions vous viendront peut-être après, n'hésitez pas à me contacter, je reste ouvert, pour y répondre. En tout cas, merci d'avoir accepté et merci à tous ceux qui étaient présents et merci aux futurs, aux futures personnes qui verront la vidéo. Merci. Parfait, merci à vous. Au Au revoir. revoir.